On est de retour sur la chaîne Basket Session River. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un nouveau CQFR. Shai, toujours pas une grande actualité, mais on a voulu commencer avec notre ami Juan Toscano Anderson, ancien joueur NBA, ancien joueur des des Warriors, pardon, des Warriors et des Lakers, ancien champion NBA, si je dis pas de bêtises. Ouais, Je pense qu'il a gagné avec Golden State. tout à fait. Et Juan Toscano Anderson, maintenant, il évolue en J-League. Et il est quand même assez fier de son championnat, au point où Juan Toscano Anderson, il a beaucoup fait parler parce qu'il a déclaré que la J-League était selon lui la deuxième meilleure ligue du monde et qu'il venait pour le prouver. Ça, c'était avant la FIBA International Cup, donc une coupe qui réunit des vainqueurs de plusieurs J'ai concours. découvert l'existence de cette coupe Oui, grâce à Juan Toscano Anderson, voilà, pas le mentir. exactement. Moi aussi, alors il y avait des clubs asiatiques, je sais pas, Moyen-Orient, il y avait donc Européen, ouais. une équipe de J-League et européen. Et en finale, son équipe s'est inclinée contre Malaga, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un moment où il dit « Notre rêve, c'est pas de jouer dans cette putain de SCB, donc la Ligue espagnole, ou cette putain d'Euroleague. Nous, on vise la NBA et on vise les millions, on veut faire des millions. » Voilà, ça, c'est ce qu'a dit Juan Toscano Anderson. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, ils ont pris 15 points contre Malaga, qui n'est même pas une équipe d'Euroleague. Ouais, c'est vrai que les déclats ont beaucoup fait parler. Tout le monde qui a un peu réagi. Même j'ai vu qu'Evan Fournier, alors lui pour le coup, il avait été pas dans le sens de Toscano Anderson, mais il a un peu nuancé en disant que c'était dans le contexte d'un match, d'un temps mort où il essaie de galvaniser un peu tout le monde. Et ça, je le comprends en fait. Ouais. Et dans le fond d'ailleurs, même si c'est un manque, ça peut paraître être un manque de respect de dire en gros l'Euroleague ça fait pas rêver, ça fait pas rêver. Du point de vue d'un Américain particulièrement. Évidemment que quand il est gamin, quand il est ado, son rêve c'est de jouer en NBA et de signer les très gros contrats qu'il y a en NBA et nulle part ailleurs. Donc là-dessus, bon, c'est une évidence en fait. Presque il était obligé de dire cette fucking Euroleague, machin, enfin, de rabaisser un peu l'Euroleague. Non, clairement pas. Et en termes de niveau pur et dur, ce qu'il avait déjà affirmé il y a quelques jours en disant que la G-League était la deuxième ligue du monde, je sais même pas si c'est la huitième meilleure ligue du monde en fait. Si tu prends les championnats européens parmi les meilleurs un par un, je suis pas sûr qu'une équipe de G-League telles qu'elles sont composées depuis quelques années, avec soit des prospects qui arrivent du lycée, soit des joueurs un peu en quête de revanche qui s'ils étaient du niveau de l'Euroleague seraient des role players en NBA je pense. La G-League n'est pas la deuxième meilleure ligue du monde. C'est peut-être même pas l'objectif des gens qui dirigent la G-League. Clairement pas, je pense pas. Donc je pense que c'est un peu d'ego et d'orgueil de Toscano Anderson qui est peut-être contrarié de ne pas avoir retrouvé de taf en NBA récemment et qui se dit bon bah si je suis là c'est que c'est la deuxième meilleure ligue du monde et voilà. Mais bon, je comprends, je comprends ce qu'il dit, c'est probablement vrai et les Américains ne rêvent pas de jouer en Euroleague, sauf ceux peut-être qui ont une culture basket qui s'étend un peu au-delà de la NBA et il y en a de moins en moins. C'est la vérité, ils rêvent pas de ça, ils rêvent pas de jouer en Europe, en Espagne, c'est juste que ils veulent la NBA, c'est logique. C'est la manière de le dire et la manière de considérer que la G-League. S'il pense vraiment que la G-League est la deuxième meilleure ligue du monde, c'est qu'il a vraiment pas ouvert ses horizons depuis qu'il joue au basket. Ouais, moi je suis comme toi, je vais pas être trop dur avec Juan Toscano Anderson parce que je pense que effectivement, je suis pareil comme Evan, il y a le contexte du temps mort, tu veux motiver tes troupes, etc. Tu veux créer un espèce de semblant d'unité, un espèce de feu pour aller nous contre les autres et on va leur montrer ce qu'on vaut. La décla, par contre, c'est bon, pareil, c'est une décla avant une compétition ou quand tu rentres dans une compétition, mais elle est un peu plus à froid déjà et je ne sais pas s'il pense réellement que la J-League est la deuxième meilleure ligue du monde, mais effectivement, ça serait un manque de culture basket terrible. Il y a d'autres joueurs qui ont réagi, notamment Mike James. Lui, Mike James, il l'a moins bien pris qu'Evan Fournier. Il a dit, mais mec, c'est même pas proche d'être la deuxième meilleure ligue du monde. N'importe quel championnat est meilleur. Et il a encore réagi après quand donc l'équipe de J-League, j'ai oublié d'ailleurs, c'est quoi, c'est J-League United en plus, c'était Je même crois, pas. ouais. Donc c'était même pas une équipe de J-League, c'était une formation composée de J-League. Parce que t'imagines si tu prenais les meilleurs joueurs de l'ACB Ouais. pour faire un match, il y aurait eu 50 points d'écart. Donc on en a remis une couche en mode se faire travailler par une équipe qui est même pas en Euroleague, c'est assez comique. Bon,
l'ironie, c'est que lui, Juan Toscano Anderson, on ne sait pas exactement ce qu'il pense, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même encore des Américains qui sont persuadés que la J-League est au niveau des championnats européens, quoi. C'est ça, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore vraiment bien regardé ils regardent pas les championnats, ils s'y intéressent pas beaucoup. Peut-être qu'avec le fait que les matchs de certains prospects soient diffusés sur les League Pass et tout ça, ça va peut-être ouvrir un peu leur esprit, mais je suis même pas sûr. Ils restent sur une position un peu isolationniste où voilà, les Américains sont au-dessus. Et donc pour eux, par conséquent, je pense même qu'il y en a beaucoup qui pensent que les équipes universitaires battent les équipes européennes. Non, mais je pense vraiment, hein, je pense qu'ils le pensent. Donc à partir de là, ils doivent considérer que en 2 c'est la J-League, en 3 c'est la NCAA, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est comme ça. C'est les États-Unis aussi, c'est l'état d'esprit dans le sport. Tu sais, ça, je digresse un peu, mais ça va avec le côté World Champion quand il y a une bannière, toutes ces choses-là. C'est à la fois ce qui fait leur force parce qu'ils se considèrent supérieurs et ils mettent les moyens pour être dignes de cette affirmation, et en même temps, parfois ils s'exposent à des surprises déplaisantes parce qu'ils prennent pas les autres assez au sérieux. C'est comme ça. Ouais, t'as raison, ça fait partie un peu de la culture. Bon, voilà, on voulait revenir un peu là-dessus parce que bon, ça a beaucoup fait réagir et c'était quand même assez marrant. Mais dans l'ensemble, toi comme moi, tu vois, on n'a pas forcément envie de Non, l'enfoncer non, parce bah que non. je pense qu'on comprend que c'est quand même un contexte. On peut passer aux petites signatures qui ont eu lieu pendant le Ouais. week-end, notamment une qui est un peu plus importante que les Hum. autres, c'est celle d'Isaac Okoro. C'est une prolongation. Isaac Okoro, on se demandait s'il n'allait pas finir par accepter la qualifying offer et se retrouver libre de s'engager où il veut dans un an. Finalement, lui et les Cavaliers, le joueur et les Cavaliers ont trouvé un accord, 38 millions sur 3 ans. Donc, pas un très gros contrat pour Okoro selon les standards actuels. Pour un joueur de 23 ans, Cleveland ne prend pas trop de risques en lui donnant 38 millions, je pense. Non, et puis c'est dans la logique de ce que Cleveland a fait cet été. À part le changement de coach, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'ils croyaient en cet effectif-là parce que Donovan Mitchell a prolongé, Evan Mobley a prolongé, Jarrett Allen a prolongé, et maintenant Isaac Okoro alors, j'allais dire, c'est pas un cadre, mais c'est un joueur qui joue quand même beaucoup depuis qu'il est arrivé. C'est un type qui a été drafté haut. C'est peut-être leur meilleur défenseur sur le périmètre. Dans l'effectif, je pense que c'est leur meilleur défenseur sur le périmètre. Il n'a pas encore totalement les progrès offensifs qu'il ferait passer dans une autre dimension, qui changerait son statut. Quoiqu'à 3 points, c'était quand même pas trop mal la saison dernière, même s'il en prend pas beaucoup. C'est plutôt un bon deal, et puis ça évite le suspense. C'était le dernier qui était parmi les restricted free agents qui était vraiment dans cette situation. Donc c'est plutôt bien. Là aussi, on va voir si avec un autre coach, il va pas développer d'autres aspects de son jeu. Et puis voilà, les Cavs vraiment croient dans cet effectif-là. On verra s'ils ont tort ou pas. Mais ils y vont à fond avec Mitchell, Mobley et Jarrett Allen, Okoro. Il y a le cas Garland qui est toujours un peu. On ne sait pas exactement dans quel état d'esprit il est, s'il est vraiment heureux et ravi de poursuivre l'aventure avec Cleveland dans un premier temps. Mais je trouve que c'est aussi c'est une bonne situation, c'est un bon deal, en sachant que, comme tu l'as dit, qu'il a que 23 ans et que c'est un âge où les joueurs NBA peuvent encore beaucoup progresser. Ouais, je trouve que jusqu'à présent, il a été un peu décevant, si je peux me permettre. Mhm. Il y a eu de la progression, effectivement, en termes d'adresse à 3 points, mais l'échantillon est tellement faible. Ouais. Alors, c'est toujours une progression, c'est une progression. Donc, c'est toujours intéressant, mais tu sais pas à quel point, notamment si on veut être pointilleux, on peut se dire, bah, de toute façon, il a aussi son adresse au lancer, laisse pas présager que ce soit un très bon shooter. Il shoot très peu de lancers aussi. Donc, offensivement, il apporte pas beaucoup, même s'il est monté jusqu'à 9 points par match. Mais ça reste quand même un mec qui a été drafté en 5e position, qui a sans doute été un temps comparé à Kawhi Leonard, même si évidemment les comparaisons ne veulent rien dire. Par contre, je pense effectivement que c'est quand même un bon deal. Tu as raison, 23 ans, on peut encore progresser. Tu as tout à fait raison de souligner qu'avec un nouveau coach, on ne sait pas ce que ça peut donner. Tu vois, il va forcément progresser de toute façon et gagner en maturité, en expérience. Je pense que c'est un bon deal pour les Cavs parce que donc il est autour des un peu plus de 10 millions l'année. On sait que ça fait quoi, 12 millions l'année, 12 et quelques millions l'année, 12,3 millions l'année. C'est un contrat, ça, que tu peux refiler très 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 facilement. Si à un moment tu vois que ça marche pas et que tu as besoin de libérer ta place, de la place dans le cap, tu peux l'échanger contre des seconds tours de draft ou voilà, tu te retrouves comme si tu l'avais jamais signé. C'est pas un problème. Et je pense que c'est aussi un bon deal pour lui en fait, parce que mine de rien, si là il faisait à nouveau une saison, tu vois,
Je vais te donner ses stats depuis qu'il est en NBA. Première saison, 9 points par match. Je vais être que sur les points par match, même si c'est que en 32 minutes. Il descend à 29 minutes, il est à 8,8 points par match. Ensuite, 6,4 en baissant encore son temps de jeu. Puis là, il remonte à 9,4 points par match. Voilà, c'est pas un joueur qui a fait des étincelles. Si tu refais une saison comme ça, le risque, c'est que derrière, en fait, il n'y a personne qui te donne vraiment un contrat, même ne serait-ce que semi-longue durée, et que tu te retrouves à batailler avec des contrats minimums à droite, à gauche, et devenir un journeyman qui passe de franchise en franchise. Et ça devient ton étiquette. Et les franchises commencent à te voir comme ça, jusqu'au jour où vraiment tu arrives éventuellement à t'imposer quelque part. Mais la probabilité la plus grande, c'est peut-être plutôt jusqu'au jour où tu sors de la ligue. Donc je pense qu'Okoro, même ne serait-ce que prendre de l'argent garanti sur 3 ans, je pense que c'est aussi un bon pari pour lui. Et de se dire, bah voilà, je vais essayer de progresser. Et si je progresse, j'en aurai un autre de contrat comme ça, peut-être même encore plus intéressant financièrement. Ouais, là, je pense pour les deux, c'est un bon deal. Ouais, après, là sur son profil, il a que 23 ans, mais au niveau défensif, il est quand même très très solide. Enfin, c'est vraiment un très très bon défenseur, tu vois. C'est pas juste, en théorie, il peut devenir même encore meilleur, mais c'est pas juste un défenseur honnête dont on espère qu'il va progresser. Il a vraiment ça, c'est acquis, et c'est dans le reste qu'il peut progresser. Et c'est plus simple, je trouve, de progresser dans ce secteur-là. Mais bon, en tout cas, voilà, tu l'as dit, c'est un bon deal, et je suis curieux de voir si les Cavs vont faire mieux, aussi bien, enfin comment la greffe avec Atkinson va prendre, comment les joueurs vont se comporter avec peut-être un style de basket un peu différent. Cleveland va être une équipe intéressante à suivre au début de la saison. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu d'autres petites signatures. Christian Koloko qui débarque aux Lakers. Alors ça, c'est une invitation pour un camp d'entraînement. C'est pas dit qu'il fasse partie de l'effectif au coup d'envoi de la saison. Koloko, dont on a appris au final qu'il avait... comment t'appelles ça en français? Il avait, en fait, il développait dans son organisme, il développait des caillots sanguins, comme ce qu'avait vécu malheureusement Chris Bosh et qui avait précipité la fin de sa carrière. Sauf que donc là, il n'a pas joué pendant un an, et si vous vous souvenez, il avait fait un bon début de carrière, toute proportion gardée, sur un temps de jeu limité, mais il était intéressant avec les Raptors, un intérieur de grande taille, plutôt mobile. Il était intéressant, et il avait disparu parce que pour ce problème de santé là, il a été placé dans le protocole médical de la NBA, et là il vient d'être autorisé à nouveau jouer au niveau professionnel. Donc les Lakers vont le mettre à l'essai, et c'est pas inintéressant parce que c'est un jeune joueur, un jeune intérieur qui coûtera pas grand chose, et s'il est bon, ça fera une plus-value dans un secteur où les Lakers cherchent toujours un peu de monde dans la rotation, derrière Anthony Davis notamment. Yes, et les Knicks, eux, ont signé Marcus Morris. Pareil, c'est une invitation au camp d'entraînement. Alors Marcus Morris, c'était le meilleur des frères Morris pendant longtemps. Bon là, il a un peu disparu comme Markieff. Les deux sont plutôt vraiment des joueurs debout du banc. Pareil, pas sûr qu'on le voit cette saison avec les Knicks, mais bon. Ça manquait toujours un mec à tester. Ça manquait un peu de dureté aux Knicks, peut-être. Ils se sont dit, on va reprendre un mec un peu tough comme ça. Il est un peu en bout de course, je pense aussi. Par contre, dans un vestiaire, ça peut être intéressant. C'est un mec qui va au charbon, qui a de l'expérience, qui peut protéger entre guillemets peut-être des joueurs plus jeunes, mais c'est pas non plus un roster de prime jeunesse comme l'aurait pu être OKC ou Orlando. Donc bon, on va voir s'il passe le camp, mais pourquoi pas rajouter un autre personnage de caractère qui plaira peut-être à Tom Thibodeau. Yes. Allez, on va terminer avec la WNBA. Il y avait plusieurs matchs au programme la nuit dernière, je crois qu'il y en avait 6, avec quelques records qui ont été battus. A'ja Wilson, dont on parlait déjà la dernière fois, A'ja Wilson est devenue la première femme à inscrire 1000 points sur une saison WNBA. C'était au moment de la victoire de Las Vegas contre Connecticut, avec 29 points pour A'ja Wilson, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc la première à 1000 points, toujours bien nuancé par le fait que maintenant il y a 40 matchs et que la plupart des records précédents ont été établis sur des saisons à 34 matchs. Ça n'empêche que c'est bien une saison exceptionnelle et historique pour A'ja Wilson, qui avait déjà battu il y a quelques jours le record de points inscrits sur une saison, et qu'il a passé la barre des 1000, qui sera peut-être rebattu à l'avenir, mais elle pose déjà les jalons. C'est extrêmement impressionnant, sa saison, et sa saison est incroyable. Et bon, a priori il n'y aura pas trop de suspense, elle sera élue MVP dans quelques jours, et ce qui est bien, c'est que ce record intervient dans une période où les Aces remontent vraiment bien la pente après avoir été assez inquiétantes, et elles arrivent en forme au meilleur des moments, je trouve, et peut-être qu'elles auront moins besoin qu'A'ja Wilson marque 30-35 points par match, et les autres vont se mettre au diapason comme elles l'ont fait les 2 saisons précédentes, et c'est important.
Autre saison historique, tu parlais de saison historique pour AJ Wilson, c'est Mm. celle de Caitlin Clark. Caitlin Clark est devenue la meilleure passeuse de l'histoire sur une saison, je dis pas de bêtises, 317 il me semble avoir lu la C'est stat. ça. C'est ça, elle a passé. Elle a réalisé son meilleur match de la saison d'ailleurs au passage, 35 points, en tout cas son record de points plutôt, on va le tourner comme ça, victoire du Fever contre Dallas, Ouais. donc contre une équipe faible, 35 points, 8 passes pour Caitlin Clark. Voilà. Meilleure passeuse de l'histoire sur une saison, dès sa première saison, c'est quand même très fort. Ouais, c'est ça, elle a battu beaucoup de choses en tant que rookie déjà, et là en tant que joueuse tout court. Et elle a aussi, donc là c'est son record en carrière, 35 points sur le dernier match. Et elle a battu le record aussi au scoring pour une rookie en WNBA. Elle a battu celle qui était une de ses joueuses préférées, Simone Augustus, qui va entrer au Hall of Fame dans quelques mois. Je ne sais plus dans quel mois ce sera la prochaine QV, mais Caitlin Clark, on l'a dit plein de fois, est montée en régime de façon assez impressionnante après le break olympique. Après avoir été assez épuisée mentalement, là, elle enchaîne les matchs assez incroyables. Et le Fever est donc qualifié pour les playoffs en tant que sixième. Elles ont verrouillé la sixième place. Elles affronteront, sauf surprise, et c'est peut-être même déjà verrouillé, Connecticut qui est troisième. Donc on va voir Caitlin Clark en playoff. Autre joueuse qui monte en puissance, c'est Gabby Williams. On en avait déjà parlé là Ouais. aussi un petit peu. Et elle enchaîne 22 points à 9 sur 15 au tir. Victoire de Seattle contre Los Angeles. Gabby Williams qui devient l'une des premières options offensives de son équipe. Absolument. Encore une fois, c'était la question qu'on se posait à son arrivée. Est-ce qu'elle va rester dans ce rôle de couteau suisse un peu de joueuse qui fait un peu tout et surtout défensivement et qui facilite le boulot des autres, qui mettra peut-être une petite dizaine de points par-ci par-là. Là, encore une fois, cette nuit, bon, certes, c'était une équipe faible, les Sparks sont en roue libre, hein, mais elle fait encore deuxième meilleure marqueuse de l'équipe, juste derrière Neka Ogumike. On sait qu'à chaque fois, il y a Ogumike et Diggin Smith qui sont autour des 20 points, et là, Gabi, 22 points, 6 rebonds, 3 passes, toujours son énergie et son intensité, elle est incontournable et elle est impressionnante, totalement dans la lignée de ce qu'elle fait avec l'équipe de France, et ce fameux changement de statut que j'espérais un peu en WNBA, il est en train d'arriver. Et on va aussi voir ce que ça donnera en playoff parce que le Storm est qualifié et affrontera les Las Vegas Aces. Donc gros morceau. Mais je pense que ça fera pas peur à Gabby Williams, qu'on a vu d'autres ces dernières semaines. Et ouais, voilà, il faut souligner qu'elle fait un retour en WNBA qui est franchement marquant. Yes. Bon, on va s'arrêter là. On se retrouve de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Et cet après-midi, il y aura un podcast comme tous les lundis, posté sur Basket Session. Ciao à tous. Ciao.